Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Salut, Nick Payne! Salut, Karima! Ben là, t'as pris, en fait, toi, t'es pas parti en vacances, mais t'as pris des vacances du studio parce que, justement, t'es allé un petit peu plus dans des régions éloignées. T'as pas eu trop de mal à te rendre parce que je lisais ce matin, hein, on disait la circulation s'étend hors de Montréal. On parlait beaucoup du trafic du côté montréalais, mais on voit quand même que la circulation, là, ça va de plus en plus loin. C'est même de la circulation inter-banlieue. Et ensuite, si tu regardes la 15, tu vas vers le nord, c'est de plus en plus congestionné. Alors, je sais pas pour toi, comment ça a été sur les routes du Québec dans ces semaines de construction? Ben, écoute, tu sais, moi, j'ai des standards très bas, hein, parce que je suis Montréalais. Donc, pour moi, aller à la Baie James ou aller à Montréal-Nord, ça prend presque le même temps. Oui, mais pas pire, ça. plus sérieux. Tout à fait vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais de nos jours, la 15 et tu sais, les fins de semaine, et même ça déborde maintenant de ça, est bloqué, là, ou très, c'est très pesant, jusqu'à facilement Saint-Sauveur à toute fin pratique, là, tu sais, dépendant de la direction que tu prends. C'est vrai que ça s'étend beaucoup, le trafic. Je te dis que Projet Montréal s'exporte, hein, c'est ça qui arrive. Non, ben c'est ça. Je regardais quand même des chiffres. Là, c'était quand même assez fou. Là. On disait même des trafics sur l'autoroute 10 qui se rend à Sherbrooke. Ça a augmenté de 62 %. Oui. Imagine-toi donc, en 20 ans. L'autoroute 40 à Saint-Cuthbert, ça a vu son affluence augmenter de 54 % depuis 20 ans. Beaucoup plus aussi d'automobiles sur les routes. Hein. Ça, c'est quand même très particulier. Là. On parle quand même de millions d'automobilistes. Ça, on le savait, mais ça a énormément augmenté. Là, on dit en 2005, il y avait 5,3 millions de véhicules sur les routes du Québec et aujourd'hui, il y en a 7,2 millions. Donc, une hausse du tiers. Mais bref, c'était bien rendu dans le fin fond du bois, mais ça t'empêche pas de suivre évidemment l'actualité. Puis tu vas nous parler de cette vidéo qui a beaucoup circulé. Tu sais, il y a tout un discours entourant les policiers, le racisme systémique, les interpellations. Et toi, tu veux revenir sur cette vidéo où il y a un policier qui a suggéré à un individu de quitter le Canada. Ça a créé un tollé, mais tu t'es penché là-dessus. Oui, puis évidemment, on a tout de suite crié, enfin, plusieurs l'ont fait, là, la question, comme tu le dis, du racisme des policiers, le fameux racisme systémique dont on ne sait trop ce qu'il signifie exactement. Je veux remettre l'affaire en contexte, là, puis poser une question. Est-ce que ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est le monstre hideux du racisme là, qui sort la tête de l'eau et qui vient se manifester? Est-ce que c'est le signe de ce problème de racisme qui gangrénerait le Québec et en particulier les forces policières? Ou est-ce que c'est peut-être non pas le résultat du racisme, mais plutôt du racialisme? Et je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle philosophie aujourd'hui qui nous vient là des milieux plus progressistes, universitaires et tout, qui consiste à renvoyer les gens à leur origine ethnique beaucoup, à leur couleur de peau, à leur morphologie, à ce qui les distingue disons, du descendant européen blanc ordinaire, là, et on les invite à s'identifier à ça et souvent même à se sentir victime, ostracisé. Bref, on invite à une forme de communautarisme, hein, à ce que les gens s'identifient beaucoup à cette part-là de leur personne. Et partant de là, on assiste tous à ce nouveau phénomène. Hein. Souviens-toi de la vidéo de Mohamed Bekali il y a quelques mois, ce type qui insultait copieusement, même qui intimidait en fait une policière assez vertement, de façon assez laide. Ce n'était pas un cas unique. On s'est aperçu depuis, puis on n'en parle pas à chaque semaine là, dans les médias, puis à chaque fois qu'il y en a un, mais c'est devenu une pratique courante, là, ces gens que nous dirons racisés, parce que c'est le mot apparemment qu'il faut employer, et ce sont toujours bien sûr des jeunes gens, souvent plutôt délinquants d'ailleurs, ou qui sont en tout cas appréhendés par la police, qui filment l'arrestation par le policier. Puis généralement, jusqu'ici, Karima, ce qu'on voit, c'est des arrestations plutôt ordinaires avec des policiers très en contrôle et très respectueux, malgré le tombereau d'insultes qu'ils reçoivent de la part de celui qui se fait arrêter et qui crie au profilage racial. Et là, dans le cas présent,
donc de Monsieur Junior Silla, là, Abdel ou Abel, je ne suis pas certain de son prénom. Lui, il arrive quelque chose de particulier. Là, on va un cran plus loin, c'est-à-dire que le policier reste très calme, très poli, mais il finit par lui dire, non pas espèce de ceci ou cela, retourne dans ton pays, là, hein, il va pas jusque-là, le policier, mais il dit quand même, monsieur, si vous n'êtes pas à l'aise avec la façon dont on fait les choses au Canada, vous pourriez quitter le pays. Alors, moi, je suis pas spécialiste en déontologie policière, mais j'imagine que c'est une faute. Je pense qu'un policier ne peut pas se mettre à faire de la politique comme ça. On va appeler ça de la politique pour être poli, mais en tout cas, faire dans le commentaire social, puis plus ou moins injurier, enfin indirectement un prévenu. Néanmoins, est-ce que c'est un policier raciste que je vois là, moi, ou est-ce que c'est un policier qui manque de professionnalisme parce qu'il y en a un peu plein le dos de cette méthode. Ça doit pas être la première fois que ça lui arrive à lui, à ce policier-là. Ces jeunes gens, qui sont généralement, comme je te dis, le monsieur en question, là, il y a des procès pendant, il y a plusieurs constats d'infraction pour la vitesse, etc. Il roule manifestement dans un véhicule en mauvais état parce qu'il vient de se faire arrêter parce que il rebondit sur la route comme un ballon de plage, là. Alors, je le répète, je pense pas que le policier a commis ce que le policier a fait est correct, mais néanmoins, est-ce que c'est un policier raciste ou c'est un policier qui est un peu submergé par son émotion devant cette pratique qui est de plus en plus habituelle? Puis je termine là-dessus, il y a une policière qui a répondu sur les réseaux sociaux, qui est elle-même, il faut le dire, parce qu'elle le dit et elle le souligne, elle a elle-même la peau noire et elle dit, moi j'en ai assez de ces gens qui se réclament, qui se victimisent au nom du racisme systémique et qui, comme ça, mettent les policiers dans l'embarras en leur jetant un paquet d'insultes ou avec une attitude très, très, disons, hautaine, pour dire le moins, face à eux. Non, mais tu as raison de mentionner ça parce que ça, c'est l'angle mort. C'est l'angle mort dans cette histoire. Je trouve qu'on est souvent dans une espèce de réflexion binaire. Tu sais, c'est comme le méchant policier blanc et de l'autre côté, il n'y a que des victimes racisées. Puis je pense que ça ne nous fait pas oublier qu'il peut y avoir des situations. Puis je pense que quand il y a évidemment des situations où il y a du racisme, on les dénonce. Tout le monde les dénonce. D'ailleurs, la profession, elle est extrêmement réglementée. C'est probablement la profession la plus, dans les plus réglementées où si tu commets justement un problème et un enjeu en lien avec ça, tu vas être condamné. Puis il va y avoir des suites à ça. Donc, c'est quand même tolérance zéro. Mais l'angle mort, c'est cet élément-là aussi, cette espèce de jeu de chantage. Tu mentionnes cette policière, il y a une policière effectivement qui a pris la parole sur les réseaux sociaux sur Facebook qui dit, moi, je suis une policière noire, puis elle dit, il y a comme un petit jeu aussi. Elle dit, à un moment donné, tu sais, elle mentionne ça, puis cette accusation très rapide de dire, ben finalement, c'est du racisme, alors que non, ce n'est pas ça. Il y a une interpellation. Ça aussi, ça peut aller vite, puis ça peut faire très mal. Si vous êtes accusé de racisme, votre vie, après, c'est pas possible. Je veux dire, si vous êtes accusé de racisme et vous n'avez pas commis d'éléments à caractère raciste, ben votre vie, elle est quand même sacrifiée pour le restant, là, je veux dire, pour le restant de votre vie. Ce policier-là, c'est ça, là. Ouais, là, il est réaffecté à des tâches administratives, donc il est déjà considéré comme quelqu'un qui a, pas nécessairement qui a été raciste, mais en tout cas qui a commis une faute. Alors, je présume que c'est le cas, mais je répète, est-ce que c'est par racisme ou c'est pour d'autres raisons? Il faut dire aussi que le policier a dit au jeune homme, le jeune homme lui demande... le jeune homme lui dit, vous voyez, là, je vous filme. Le policier dit, oui, c'est correct, tu peux me filmer, mais par contre, sache que moi, j'ai un pouvoir discrétionnaire, mais là, tu ne bénéficieras d'aucun passe-droit. En voulant dire, ben, tu veux me filmer, ben, ça joue à deux, moi, je vais jouer cochon avec toi, tu sais, ou en tout cas, je ne te ferai pas de cadeau. Alors, est-ce qu'un policier peut aller jusque-là aussi? J'en sais rien, mais je suis certain que des policiers vont jusque-là parfois avec des jeunes hommes qui sont pas noirs, qui sont blancs ou qui ont d'autres particularités. Moi, j'ai été un jeune con, puis j'ai été bête avec des polices, je m'en souviens. J'en ai honte aujourd'hui d'ailleurs, mais j'aurais pas... Évidemment, j'avais la peau blanche, alors la question du racisme ne se posait pas, mais je trouve qu'on saute vite aux conclusions, puis on se ménage avec cette espèce de communautarisme à tout crin, là, puis de toujours crier au racisme à chaque fois, on se ménage des tensions
toujours plus grande, là, puis c'est pas nécessaire. À un moment donné, il va falloir que ça arrête ce petit jeu puis qu'on revienne à une appréciation plus juste des choses. Mais tu vois, Nick, Daniel de Marieville est d'accord avec toi. Le policier a montré de l'arrogance et certains policiers le sont aussi avec des blancs arrogants parfois. Je te pose la question rapidement, là. Est-ce que filmer le début d'une altercation directement, là, en commençant, en sortant le téléphone puis dire « Ah, je te filme », en voulant chercher un peu les bébites, on va se le dire, ça, c'est arrogant? Ben, ça met l'ambiance, hein? Mais ça met l'ambiance, l'idée, oui, mais l'idée derrière ça, et on boucle la boucle avec ce que je disais au début, c'est que on présume qu'on est dans une société avec un grave problème de racisme et que les gens qui n'ont pas la peau blanche sont mieux de faire ça quand on les arrête. Tu comprends? Ce serait une sorte de protection, de réflexe en disant il y a tellement de chances que je me fasse profiler ou insulter ou que je vais filmer. Alors, c'est ça le point de vue de ceux qui le font, c'est de dire ouais, ben on n'est pas en sécurité ici. Maintenant, il faut quand même dire une chose. Ceux qui le font pour la plupart sont pas les gens ordinaires de toute et une autre minorité. Ce sont des petits délinquants qui commettent, qui se font arrêter. Puis là, ils jouent au tough avec la police. Il faut quand même dire ça aussi. J'ai pas vu beaucoup, moi, de bons monsieur, de bonnes madames tout à fait en règle, qui n'ont pas fait grand-chose ou qui se font arrêter parce que ils ont oublié de renouveler, je sais pas moi, leur immatriculation, qui filment, là. C'est toujours un petit peu des petits pas fins, là, faut le dire quand même. Là, je reviens à Mohamed Bekali, mais il y en a plusieurs autres. Je te jure que ça vole pas haut tout le temps, là, le comportement de ces jeunes-là. Oui, où on va aussi, tu sais, quand je mentionnais l'idée de cet angle mort, de cette provocation qu'on fait aussi envers les policiers, on va s'approcher d'eux, on va les traiter d'une façon aussi, ça, on n'en parle pas, ce jeu de provocation-là. Bon, tu parlais de la publication de cette policière noire, tu sais, sous toute réserve, là, évidemment, mais je regardais son témoignage, puis c'est ça, puis quand elle parle du petit jeu, elle parle de ça, de provoquer délibérément la police, puis elle dit, quand c'est moi qui intercepte ce genre d'individu, ça se produit pas. Ah, ça change, elle là. Dit, elle dit, oui, je me suis déjà fait traiter de raciste par des Noirs, je me suis déjà fait dire en pleine face que je trahissais ma race par des Noirs, mais jamais autant que mes collègues blancs, jamais. Elle dit, quand c'est moi, le ton change comme par magie. Souvent, la personne ne prend même pas le temps de regarder qui arrive à sa fenêtre de voiture et j'entends déjà le discours. Donc, je dis, sous toute réserve, cette publication, mais c'est vrai qu'il y a cet élément-là, puis tu as raison de mentionner cette idéologie un peu de ce qu'on appelle le racialisme, où on s'enferme un peu dans nos caractéristiques, j'allais dire, tu sais, ethno-culturelles, la couleur de la peau, au lieu d'être un petit peu plus dans cet universalisme. Puis comme je dis, oui, on va dénoncer. Et ça, ça va de soi qu'on dénonce le racisme puis les actes racistes, mais il faut aussi faire la part des choses quand il y a une forme de provocation. Puis tu sais, tu parles des caméras de surveillance puis de filmer. C'est que ça aussi, on a vu des situations, c'est que des fois, l'intervention n'est pas filmée du début à la fin. Et c'est le risque avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a tu peux avoir un 15 secondes qui va circuler, qui te donne une version de l'histoire. Qui peut être un élément intéressant, mais c'est toujours important aussi quand tu as les preuves d'avoir de A à Z, d'où le fait qu'on va militer souvent pour les caméras de surveillance sur les policiers pour dire, vous voyez, là, on l'a vu, l'interpellation, qu'est-ce qui s'est passé? Puis si le policier, effectivement, a fait un acte répréhensible ou s'il a une attitude raciste, qu'il soit condamné, j'espère. Mais si on voit l'ensemble des choses et que ça contredit ça, il faut aussi être honnête. Oui, puis ce que tu dis me rappelle ce qu'on avait vu au Dagobert à Québec. Hein. C'était une portion d'intervention qui avait été filmée. Là, on avait crié au racisme des policiers, puis quelques heures plus tard, on s'était aperçu, oups, c'était pas du tout ça la situation. Puis je veux juste ajouter un élément à tout ce qu'on vient de dire, qui est important. Derrière tout ça, là, est-ce que en évoluant dans ce racialisme, la population est plus ou moins en sécurité. Et je m'explique, pour plusieurs, ce qui est en train d'arriver amène au désengagement policier. C'est-à-dire que les policiers vont hésiter et y penser à 2 fois avant d'intervenir auprès de gens qui vont peut-être comme ça jeter sur eux l'opprobre du racisme. Et puis là, ils vont perdre leur emploi ou ils vont être dans le trouble ou ils vont être sur la place publique. Alors, ce n'est pas un risque. Ça arrive en ce moment, selon les témoignages de plusieurs policiers, là. Puis moi, j'ai tendance à penser que c'est tout à fait humainement possible. Tu fais attention.
Et là, le résultat de tout ça, c'est que peut-être qu'on va laisser plus de petits délinquants, notamment sur la route, nous mettre en danger. Olivier Guillet, d'ailleurs, je pense qu'on a des commentaires à ce sujet-là. Stéphane de Montréal, à force d'étirer l'élastique de la tolérance, il finit par se rompre et c'est ce qui est en train d'arriver présentement et pas seulement avec les policiers. C'est exactement ce que tu viens de mentionner, en fait. Oui, c'est ça. Ça peut agir dans d'autres domaines aussi. Oui, en effet. Bref, ça pourrit un peu le climat social, au fond. Oui, complètement. Rapidement, Nick, le PQ, c'est quoi? Est-ce que le PQ veut le Labrador? On ramène des vieux conflits, des vieux différends qui, finalement, c'est ça. Ça n'a jamais été réglé, en fait. Le Labrador avait été, d'abord une première tranche avait été remise à Terre-Neuve en 1809, si je ne m'abuse, la côte, et puis ensuite le plus gros morceau intérieur du Labrador en 1927. Décision du Conseil privé de Londres, hein, donc on ne peut pas faire plus colonial que ça, là. Les Québécois n'avaient pas eu leur mot à dire. Il faut rappeler qu'à l'époque, le Québec, c'était déjà des millions de personnes. Terre-Neuve, c'était 250 000 ou 300 000 personnes. Hein? Pas que cela justifie entièrement que le Québec garde le Labrador, mais disons que c'était quand même assez audacieux comme décision. Et là, le PQ revient avec ça. Pourquoi? Parce que l'entente, la fameuse entente sur Churchill Falls, là, qui a été renégociée avec Terre-Neuve, entre le gouvernement du Québec plus largement et Terre-Neuve. Tu te souviens cette entente qui a fait en sorte que plutôt que de payer 0,2 cents du kilowattheure, c'est-à-dire 2/10 de sous du kilowattheure, on paye maintenant 30 fois plus cher, là, 5 à 6 sous du kilowattheure. Cette entente qui a été, si tu veux, c'est un protocole d'entente, là, c'est une entente de principe qui a été signée en 2025 avec Terre-Neuve. Ben là, les Terre-Neuviens trouvent que ça va pas assez loin. C'est pas encore assez payant pour eux, même si l'entente propose aussi de très, très gros investissements qui sont essentiellement sur le bras du Québec là, pour l'avenir. Terre-Neuve veut qu'on paye davantage pour le kilowattheure et veut davantage utiliser de l'électricité qui va être produite à travers ça et veut davantage engranger des profits aussi. C'est son point de vue. Et là, le Parti québécois dit d'une part que au contraire, l'entente était mauvaise pour le Québec. Et maintenant, le PQ rappelle que tous ces beaux projets-là se font sur le territoire du Labrador, dont le Québec n'a jamais reconnu la frontière actuelle. Alors, ça a l'air un peu ésotérique et déconnecté au premier coup d'œil de dire, vous savez, nous, le Parti québécois, si on prend le pouvoir, on va défendre la position historique du Québec sur le Labrador. Mais ça a une implication pratico-pratique. C'est que là, Terre-Neuve veut encore renégocier. Ben, effectivement, on pourrait rappeler, contrairement à ce que la CAQ a fait, que tout ça se passe sur un territoire dont nous revendiquons encore le Québec, la possession, si tu veux. Alors, c'est une façon de dire aux Terre-Neuviens, vous voulez jouer à ça? Ouais. Mais je veux dire, le Parti québécois veut plutôt qu'on puisse s'entendre d'un point de vue aussi politique, là, c'est-à-dire que c'est pas non plus de ramener ça en arrière de 100 ans puis de dire on va tout remettre, là, comme on dit, on va tout remettre à l'avant-plan. C'est pas ça non plus, là, l'idée, là. Non, mais ça vient peser dans la balance. Hein? C'est-à-dire que quand Terre-Neuve trouve que, on en demande encore trop, il faut tout de même rappeler que on n'a même pas réglé la question de ce territoire-là. Alors, si c'était un territoire québécois, il n'y en aurait juste pas d'entente, là. Alors, je pense que c'est bien de le faire. Puis de façon plus large, ce qu'on comprend aussi, c'est que les péquistes considèrent que le Labrador fera un jour partie de la négociation si le Québec déclare son indépendance. Alors là, on est pas mal plus loin du concret, mais je pense que c'est utile de ramener cette question-là à l'avant-plan alors que Terre-Neuve en veut davantage là, envers Hydro-Québec. Bon, ben Nick, on se dit à demain? Bien, certain. Salut. Salut. Merci, Nick. Merci.